J'ai passé une vingtaine d'années à l'antenne d'Énergie. Des beaux moments, des moments extraordinaires et des moments poches, là. Mais poches, là, des souvenirs où, même avec l'alcool, je suis pas arrivé à oublier. La séquence où j'ai travaillé le matin, c'était infernal, j'haïssais ça, j'étais pas fait pour ça. Mais j'ai eu des rencontres formidables et ça va faire maintenant bientôt 3 ans qu'on conjugue ma vie au passé. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai tiré ma révérence et j'ai écrit un papier pour remercier les gens qui étaient passés dans ma vie. Les gens qui ont été des directeurs exceptionnels. Il y en a que j'ai pas nommés. Mais il y a des gens extraordinaires qui sont passés. Et dans la vie d'aujourd'hui, je ferai pas mon petit vieux dans le vinaigre, là, mais la reconnaissance, c'est comme les clins d'œil. C'est une mode qui a tendance à se perdre. Et quand j'ai tiré ma révérence, quand j'ai écrit un petit mot sur le fait que je remerciais la vie d'être passé dans certaines radios à Québec, j'ai eu plein de témoignages. Et entre autres, un des plus beaux, sinon le plus beau, c'est P.Y. Law qui m'écrit un mot extraordinaire que j'ai pas tenté de chercher pour vous le lire, mais c'était extraordinaire. Allô, P.Y.? Salut! Mais je m'étais trompé, je voulais écrire ça pour Mario Lirette, puis... Mais prends ce qui fit, là. Ouais. Tu pars bien Comment ça mal. va? Tu Ouais, pars je bien sais. mal. Puis ouais, tu m'as traité de capitaine, tu m'as traité de... Moi, dans ma vie de radio, dans ma vie d'homme d'affaires, dans ma vie d'amitié, j'ai toujours tenté de rassembler. Une de mes qualités, c'était de rassembler, et une de mes qualités, c'était d'observer, de voir ce qui se passe, de tenter de comprendre le comportement. Et je te connais depuis longtemps, mais depuis une couple de semaines, PY, je suis obligé de t'avouer que j'ai compris qui est PY Law. Et je t'amène à une pub qui joue présentement sur toutes les antennes, où tu fais le gars qui vend des meubles de bureau, et tu fais la promotion de la boutique qui vend des meubles de bureau. Et les 3 dernières secondes, c'est ça, PY Law. C'est PY qui est dans un panneau où il y a un trou pour entrer sa face puis ses mains, et il sort la tête puis il fait PY Law regarde partout. PY Law regarde les opportunités. PY Law est un curieux. Et c'est un peu ça, ta vie. Ta vie, je me rappelle, tu es assis ticu à côté de moi à la radio pour voir comment ça marche. La curiosité, est-ce que tu prétends que c'est une, sinon la plus belle qualité qui t'habite comme professionnel, comme homme de télé Oui, puis homme de radio? complètement. C'est ce qui m'a amené dans le métier. Je pense pas avoir bien des choses à dire, mais j'ai une couple de questions dans mon calepin, par contre. Fait que c'est ça. Moi, j'ai toujours été excité par les pitons, tu sais, la console, les fils. Tu sais, avant même d'être géo à Chic, j'habitais à côté. Je montais sur le petit talus en béton, puis en revenant de la relève, puis en revenant d'aller veiller avec mes chums, je montais, puis je voyais le studio, puis comme je rêvais d'être là-dedans, puis j'étais comme attiré vers le gear, tu sais, les cartouches, les espèces les tapes bobines, puis tout ça. J'étais curieux d'entrer dans cet univers-là. J'ai toujours été attiré par la petite boîte magique qui parle. Fait que quand j'ai senti que j'avais une opportunité d'y travailler puis d'y passer Ouais. mes journées, ben, je me suis collé à des gens qui avaient envie de le partager, puis t'en fais partie. Des gens qui m'ont accueilli, puis qui m'ont dit « Hey, regarde ça marche comme ça. Ah ouais, t'as faim, t'as envie d'apprendre, parfait, go, voici ça, comment ça marche. Puis si t'as envie d'avancer, ben nous, on va te taper à la trail, puis on va t'aider. » Puis ouais, j'entends le gars qui est intéressé par la radio. Mais à partir de quel moment dans ta vie la radio est intéressée par toi? Euh, c'est une bonne question. Il Je va en avoir pense d'autres, tu vas que... voir. Non, mais tu sais, moi, c'est ça. Ma porte d'entrée, ça a vraiment été l'équipe Énergie. Tu sais, dans le giron de Martin Dallaire, on allait lancer des t-shirts dans les bars au Palladium sur le Louis Joliette. Vraiment l'équipe d'animation sur le terrain. Je pense que c'était une force de Chic dans le temps, d'avoir beaucoup de tentacules puis d'être dans le vrai monde, des parties d'un bar puis des rassemblements. On avait un pouvoir d'attraction qui faisait bouger le monde. Puis moi, ça répondait à un désir de me faire voir, de me faire entendre. Puis c'était une bonne façon pour moi de combattre ma gêne. Mais en parallèle, tu sais, des Louis Guérard, des Daniel Plante, toi, je les avais tenus au courant de mon désir d'un jour avoir le micro. Fait qu'assez tôt, j'ai senti que
qu'on allait me donner des opportunités de me faire entendre. Puis c'est ça, Dan Plante l'a regretté, qui était ton bon chum, était directeur à cette époque-là. Écoute, moi, j'étudiais au Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que Dan, il me disait, hey, regarde, il dit de 3h à 6h du matin, là, il y a personne en studio. Rentre à minuit, opère le DJ live en direct de l'infraction du Québec et du mondial. Puis après ça, rebranche pas le réseau à Montréal, reste en ondes. Fait que moi, j'étais comme, OK, parfait. Wow. Fait que j'amenais mes CD chez nous. Je savais même pas qu'il y avait un log. Fait que je mettais ma musique, mes affaires. Il disait, enregistre tes interventions. Puis le lundi matin, on va écouter ça ensemble. Fait qu'il y avait un tape cassette dans le studio. Dès que tu déclenchais la clé du micro, l'enregistreuse partait. Fait que toutes mes interventions étaient enregistrées. Puis quand je manquais de cassette, j'allais dans son bureau, je prenais des démos de gens qui voulaient une job. Fait que j'enregistrais là-dessus. Puis là, le lundi, avec Dan, on s'assoyait et il écoutait ça. Puis là, il me disait, oh, ça c'était bon. Il disait, oh, ça c'est pas drôle. Oh, c'était drôle ça. Il dit, non, ça n'a pas marché. Il me dit, là, t'as parlé longtemps, hein? C'est plate. Fait que je revenais lundi à chaque fois. Puis au début, j'ai eu l'occasion d'enregistrer mes émissions aussi, puis je prenais des vieilles cassettes de Shania Twain, puis je m'enregistrais par-dessus parce que j'ai toujours rêvé d'être par-dessus Shania Twain. Et le fait de s'entendre aussi, les premiers moments où on s'entend, on est critique et c'est difficile d'absorber, d'entendre la critique. Comment tu vivais avec la critique? C'était quelque chose de positif ou tu disais « Ah non, je vais me tanner, c'est trop dur, c'est difficile. » Ça commande une prétention, parler à du monde, sachant pas s'il y a du monde qui nous écoute. Comment tu vivais ça? C'était confrontant, surtout qu'on l'écoutait ensemble en même temps, puis que j'avais le gars qui me critiquait dans ma face. Fait que, tu sais, je veux dire, t'es assis en silence, puis, tu sais, deux personnes qui écoutent la radio face à face dans son petit bureau. J'étais pas gros dans mes shorts, surtout qu'il y avait comme une espèce de pouvoir sur moi, là, tu sais, je veux dire, il était directeur des programmes de la plus grosse radio à Québec. Moi, j'avais 18 ans et demi, j'étais tout impressionné, tu sais, c'était pas des conditions optimales, mais je prenais tout ce qu'il me disait, puis je voulais lui plaire. Ensuite de ça, des relations conflictuelles avec la critique. Puis ça m'a traîné une bonne partie de ma vie, c'est-à-dire que des fois, je me sentais agressé par une critique très, très crue. Et puis, je sentais que des fois, c'était pas, ça correspondait pas à l'effort que j'avais mis. Je pense que je suis devenu coachable plus tard. Puis c'est peut-être dans la trentaine que j'ai compris les coachs avec qui j'étais compatible, puis que j'ai compris comment j'aimais me faire parler, tu sais. Même en télé, encore aujourd'hui, quand je fais une entrevue puis que notre productrice au contenu est dans mon oreille puis tout ça, je dis, c'est le fun que tu me dises des fois « Hey, c'est bon ». Moi, j'ai besoin de me faire dire que je suis bon. Même si c'est pas bon, je dis « Encourage-moi au début puis après ça va bien aller ». Qui ont besoin de confrontation, de se faire dire « Hey, t'étais pas bon », ça les fouette, tout ça. Moi, j'ai besoin de me faire flatter. T'sais. Donne-moi le fromage puis après ça, tu me rentreras le brocoli dans la gueule. Ouais. À partir de quel moment tu t'es dit... Ouais, mais peut-être que c'est les autres qui ont raison. À partir de quel moment tu t'es donné le saut, je suis rendu bon. Je suis rendu à la hauteur. Le standard que j'installe fait partie maintenant du standard que je vais avoir pour le restant de mes jours. J'y suis pas encore arrivé. Puis le jour où je vais me dire ça, je pense pas que ça va être un bon signe. De me dire, hey là, je suis bon. Je suis toujours dans un désir de me renouveler. Par contre, j'ai senti à un certain moment que de faire les choses différemment, ça pouvait être payant. C'est-à-dire que de suivre son instinct puis de pas essayer d'imiter les autres. Parce que c'est un peu ça en radio. Tu sais, tu commences, t'entends des grosses voix qui ont du succès, qui sont établies. Tu penses que c'est le chemin à suivre. Puis je pense que c'est dans la nature humaine. Tu sais, on fonctionne par mimétisme, que ce soit dans le sport, dans le comportement. Tu sais, à un moment donné, pour tenir une fourchette, tu as vu tes parents le faire. Tu sais. Sauf que je pense que tous les jeunes animateurs tombent dans le piège d'essayer de reproduire ce qui pour eux est un modèle. Puis à un moment donné, ben tu mets le pied en dehors de la traque, puis tu te fais dire, hey, ça, il y a personne qui fait ça comme ça. Oh, ça, j'avais rarement entendu ça. Puis tu découvres ta saveur, puis tu découvres ton authenticité. Fait que moi, c'est ça. Je sais pas si je suis rendu bon, mais je me dis que quand je suis capable de mener une entrevue ou de faire une émission comme personne serait capable de le faire, que ce soit bon ou pas, pour moi, c'est un gage de réussite. Quand on peut dire, ah ben, lui, il fait ça de même, puis il me semble que personne pourrait le faire de cette façon-là.
C'était toujours mon ambition d'essayer de faire quelque chose qui ressemblait pas aux autres. Et ça fait en sorte, puis ouais, je sais pas si t'étais comme ça, mais je n'ai jamais écouté la compétition. Je n'ai jamais écouté la compétition pour qu'on ne puisse pas dire, ah, il s'est inspiré de tel. Non. Oui. Mario Grenier, puis PY, c'était une façon, une couleur propre à chaque individu. Et je pense que ça a été payant. Je sais pas si tu te rappelles, parce que je t'ai vu souvent la face, puis j'ai vu souvent tes dents parce que tu riais, t'étais un bon public quand tu venais au Lundi Juste pour rire. Et il y a une période dans la vie des humoristes où les gens cherchaient à être Patrick Huard 2, Patrick Huard 3. Donc, il était d'une grande influence, même qu'on disait de Louis-José Hood qu'il avait une certaine influence Patrick Huard, jusqu'à temps que, comme tu dis, les humoristes comprennent que leur saveur, leur couleur dépendait d'eux. Et s'ils voulaient réussir et percer, parce qu'encore aujourd'hui, là, il y a du monde de la relève, puis ouais, qui se fait 20 ans qu'ils sont dans relève. Ils n'ont pas réussi à accumuler 1 heure et demie de show, donc ils sont en relève. Ils gagnent bien leur vie, mais c'est comme ça. Puis ouais, tu sais, on regarde ce que tu as fait, on regarde les attitudes que tu as eues pour développer des projets. L'alcool n'a jamais été un frein pour toi. Ah, mon Dieu, c'est drôle que tu parles de ça parce que ça... Moi, je suis content du petit blanc que tu as laissé, là, parce que, à un moment donné, tu sais, puis ouais, toi, tu as le flair. Parce que dans la vie, si t'es pas dans la fraction de... C'est la même formule qu'un gag. C'est que si t'attends trop longtemps pour faire ton gag, la chute est plus bonne. Puis ouais, t'as vu avant tout le monde qu'il y avait un engouement pour les drinks. T'as fait une émission sur les drinks. Après ça, t'as vu qu'il y avait un engouement pour le rassemblement des gens parce qu'avec la COVID, tout le monde était chez eux. T'as commencé à faire des émissions où on te voyait te pacter, mettre de la musique et rapidement, c'est devenu un méga hit. Donc, t'es tout le temps une longueur d'avance. C'est instinctif ou t'es chanceux? Je parle pas trop. Tu sais, je fais les choses. Puis souvent, je tente les gens dans mon entourage. Tu sais, c'est comme si vous voulez faire des meetings, puis des brainstorms, puis des procès-verbaux pour se dire quand est-ce qu'on pourrait le faire, je suis pas là. On a une idée, on le fait. On griffouille sur le coin d'une napkin, puis on le fait, puis on avance. Moi, je suis juste demander pardon plutôt que demander la permission. La vie est courte. Je suis toujours entre « Hey, je pourrais mourir demain », puis en même temps, il faut que j'ai des sous pour vivre jusqu'à 92 ans, mais je pense quand même que je peux mourir demain. Fait que je veux juste pas avoir de regrets, puis c'est toujours le gaz dans le fond. Fait que quand j'ai une idée, c'est comme let's go, on y va, puis on frappe pour le circuit. Là. Je veux pas me rendre au premier. Je soigne pour la sortir, puis au pire, je me rendrai au 2 ou au 3. Fait que c'est souvent ça. Puis j'ai fait la littérature jeunesse, là, je suis sur un projet sur l'espace. J'ai fait un truc sur la plongée sous-marine. Puis c'est ça, j'aime rassembler des équipes, j'aime me nourrir de gens qui ont le gaz dans le fond, puis qui ont faim, puis qui sont craqués. Ça me nourrit beaucoup. Ouais. Est-ce que tu t'es trompé souvent dans ta vie? Ben oui. Puis je me trompe à tous les jours. Je veux dire, là, j'ai une petite boîte de production télé. Je dirais que c'est un projet sur 10 qui a la chance peut-être de s'en aller en développement. Mais sur les 10, là, je mets mes trips à... C'est la norme, ça. Hein? C'est la norme. Les gens connaissent pas ça, mais en production, il y a 1 ou 2 projets sur 10 qui voient le jour. Mais quand tu fais les 8 projets qui marchent pas, tu restes vivant pareil. Tu développes une structure, de travail, de rigueur. Est-ce que tu es rigoureux, PY? Oui, je suis devenu. J'ai l'air sloppé des fois, mais je suis à mes affaires. J'ai un horaire. Bon, je suis arrivé quelques minutes en retard tantôt, là, mais j'ai quand même un horaire précis. Je suis discipliné, je me couche de bonne heure, je me lève tôt. Mes années de party sont derrière. Elles m'ont nourri beaucoup aussi. Mais en même temps, je pense que dans la ligue dans laquelle je veux jouer, il faut que tu aies une certaine forme de discipline. Puis je demeure un gars ambitieux, puis j'aime avoir toute ma tête, puis arriver préparé. On n'est jamais trop près. Tu sais, fait quand on a un dossier de recherche ça d'épais pour mener une entrevue, je préfère l'avoir lu. Je préfère avoir lu le livre de la personne à qui je vais parler, avoir vu le film, puis après ça te permet une certaine liberté. Je pense que c'est Al Pacino qui disait à des jeunes acteurs,
qui lui demandait c'est quoi le secret pour bien jouer. Il dit apprenez vos lignes, apprenez vos estis de lignes. C'est là ton texte, puis après ça va te donner la possibilité de jouer puis d'interpréter. Mais c'est une portion de ton cerveau qui est toujours en train de te demander c'est quoi la prochaine affaire, t'es pas là. Fait que moi, j'essaie de ça, puis j'essaie de tirer mon épingle du jeu avec mes forces, puis d'utiliser mes faiblesses à mon avantage. Et que ceux qui m'aiment me suivent. J'ai eu l'occasion de faire de la business longtemps avec la Ligue nationale d'improvisation. Et Yvan Ponton, Luc Sonnet, les meilleurs joueurs d'impro disaient « La meilleure impro, c'est celle qui est la mieux préparée. » Parce que si tu forces la face pendant que on pratique, pendant que on ajuste des façons de jouer, de bouger, ben ça va évidemment nous servir quand le thème va être proposé puis que ça peut ressembler à ça. L'impro, ça m'avait étonné ça, je trouvais ça formidable. La meilleure impro, c'est celle la mieux préparée et ça m'amène à te dire puis que moi aussi je trouve ça important de préparer ces trucs j'ai travaillé beaucoup sur l'entrevue d'aujourd'hui et je trouvais ça important de te revoir avec des notes aussi. Moi, c'est quoi? Je sais pas si dans ton cas ça a été ça, mais moi, je tentais d'aller aussi loin que les yeux de mon invité me permettaient d'aller. Pour moi, ça, c'était l'affaire la plus importante parce que je n'ai jamais tenté de voler des réponses. Je n'ai jamais tenté, sauf si ce n'est que d'avoir tutoyé tous les gens qui sont passés dans ma radio, mais le regard dit tout. Le regard nous permet d'aller un peu plus loin et le silence est tellement important. Tu réponds pas tout de suite à une réponse qui est donnée par ton invité, tu laisses un petit blanc et la personne a l'impression qu'elle n'a pas été assez loin. Et ça, c'est une technique un peu magouillard, je dirais, mais ça m'a bien servi. C'est quoi les qualités que PY, on parlait de curiosité tantôt, mais c'est quoi tes principales qualités? Tu sais, tu disais, j'ai besoin de me faire dire que c'est bon. Est-ce que tu es un gars anxieux? Je suis pas anxieux, mais j'ai en fait, des fois, il y a une... je sais pas si c'est de l'anxiété de performance, mais j'ai compris récemment qu'à un moment donné, ça peut pas toujours être grandiose, ça peut pas toujours être spectaculaire, et quand ça ne l'est pas, c'est pas grave. Le processus, puis... En fait, j'ai toujours été conscient de ça, que le processus est tout aussi important que le résultat livré en ondes, mais il faut s'y accrocher à ça encore plus, je trouve, en ces temps, là, tu sais. Je veux dire, la journée que tu passes avec tes collègues, l'amour que tu distribues sur un plateau, les connexions, le moment que tu vas passer avec ton invité avant l'entrevue, il est tout aussi important que l'entrevue. C'est peut-être même ce petit travail-là en coulisses, des fois, qui peut amener une forme de sécurité puis amener un coussin de confort qui va te permettre de bien performer. Mais c'est ça. Des fois, je vois, pas que je vois de la compétition où il y en a pas, mais je sais pas, c'est peut-être une espèce de réflexe de vouloir garder ma place, de savoir qu'on est toujours sur un siège éjectable, que des fois, comme, même en faisant bien les choses, j'ai l'impression que c'est pas assez. Mais ça, on a tous nos petites insécurités, mais je travaille là-dessus. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, puis c'est juste de bien faire les choses, puis même si ça fait pas de vagues, puis même si c'est pas toujours l'entrevue du siècle ou le show du siècle, si ça correspond à mes valeurs, ben il y a le gros de la job est fait, tu sais. On se concentre des fois un peu trop sur le résultat, tu sais. Ça, les grands philosophes le disent. Les auditeurs, les téléspectateurs peuvent pas être au courant des moments où, après l'entrevue, après une réplique que tu as donnée, où tu te dis, peut-être que les gens l'ont pas senti, mais je viens de vivre un moment de grâce. Je viens de proposer quelque chose qui est plus intelligent que moi. Je viens de donner une réplique, une information, une réaction où moi-même je m'impressionne. On peut en identifier 5 dans une carrière de 30 ans. Il n'est pas gros. Dans ton cas, tes moments de grâce, ça a été quoi? Écoute, des moments sans de prétention, grâce. là. C'est une bonne question. Je sais Attends, pas. OK, réfléchis. Okay. Réfléchis. Non. Je suis avec Denise Bombardier, OK? Ouais. Et à l'époque, je commence à éliminer la musique de mon émission.
Et alors que la radio Énergie me dit, ben non, tu peux pas, la vedette d'Énergie, c'est la musique. Mais je dis, on va essayer juste un sondage, voir ce que ça va donner. Denise Bombardier vient s'asseoir sur mon fauteuil d'invité, puis après 5 minutes, elle est sur le break à bras. Pendant 5 minutes, elle sait pas avec qui elle est, elle me fait pas vraiment confiance, et après 5 minutes, je lui dis, tu me permets de t'appeler Denise? Elle dit, c'est mon prénom. J'ai dit, Denise, si tu veux qu'on fasse un concours d'intelligence, je te le dis, je suis pas là, t'as gagné. Si tu veux qu'on fasse un concours de partage, donne-moi la main. De temps en temps, il va y avoir des petites bombes qui vont sauter, mais garde ta main dans la mienne, puis tu vas voir, on va faire de la belle radio. On est en onde, là. Il n'y a pas eu de pub encore. On a fait l'intervention et la première pub a passé à 5h05. Et quand c'est arrivé, tu te rappelles de moi, j'avais chanteur des bras tout le temps. Je suais du tuyau qu'on appelle. Mais pour moi, ça a été un de mes moments de grâce parce que j'avais le sentiment que j'avais trouvé les bons mots pour aller chercher quelque chose qui était dur à aller chercher avec cette dame-là. Cette femme-là était épeurante, Denise Bombardier. Ben oui. Et les fois qu'elle passait à Québec, ben, elle m'appelait pour dire, je suis dans ton coin, je pourrais passer 15 minutes. Ben, ça durait 50. Dans ton cas, est-ce que tu es capable d'identifier? Parce que c'est sûr que tu es encore dans l'action. Moi, quand je vois ça, je te parle de ma vie que je conjugue au passé. Je suis capable d'établir des moments où je me suis dit, tu sais, quand je disais, après une intervention, vierge que j'aime ma job. Ça voulait dire, je sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a habité dans ta carrière? Écoute, la première fois que je suis allé à Tout le monde en parle, pas que j'étais terrorisé à l'idée d'y aller, mais bon, l'aura qui entoure cette émission-là, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais un peu intimidé. Puis finalement, j'arrive là-bas, que Wyclef va être sur le plateau en même temps que moi. Fait que je fais mon entrevue. Il y avait le ministre Béchard qui était là. Ministre Moreau. Ouais. Puis je sais pas, j'ai juste senti que je flottais, puis que je savourais le moment, puis que ça y allait. Guy me lançait des affaires, il y avait le sourire, je sentais que je flottais. Puis tu sais, des fois, on souffre en avance pour des choses qui ne sont pas légitimes ou on s'inquiète pour des trucs pour lesquels on devrait pas. Alors, on dirait qu'à un moment donné, tout ça s'est tassé. Il y avait Lise Dion qui était assise à côté de moi. T'sais, on a juste connecté, on se connaissait pas, ça flottait. Wyclef est présenté par Guy Lepage. Il arrive, il me voit, il me pogne, puis il me donne un gros bec dans le front, puis il s'assoit à côté de moi. Wow. Fait qu'on commence à rire, puis à s'amuser, puis à chanter, puis la soirée après, il m'a laissé son numéro de téléphone. T'sais, ça a été... puis j'ai senti aussi que j'avais déjà eu des discussions avec la gang de Deux Hommes en Or pour intégrer l'équipe, mais c'était pas clair. Mais tu sais, j'ai comme senti qu'ils étaient à l'écoute ce soir-là, puis pour eux autres, ça scellait quelque chose, puis qu'ils se disaient, OK, c'est notre gars, tu sais. Fait qu'après ça, les choses ont déboulé. Ils m'ont invité au restaurant, Patrick Lagacé et Pierre-Louis Laberge. Puis le serveur est arrivé avec une bouteille de champagne. Ils ont dit, hey, ça te tente-tu de passer tes jeudis soirs avec nous? J'étais comme, wow! Fait que j'ai senti que... Le PY qu'on connaissait, là, c'était pas le casting pour animer ou co-animer Deux Hommes en Or. On a été extrêmement surpris. Surpris du choix du casting parce qu'on te connaissait comme un tripeux, on connaissait pas PY, le gars d'opinion. Parce que on n'avait pas l'occasion, tu sais, t'étais pas dans le débat, t'étais pas dans le combat, puis et finalement, ça donnait une nouvelle valeur à tes qualités d'animateur. Tu fais partie de ceux qui l'ont pas facile. Moi, j'ai passé ma vie à entendre juste les gens qui m'aimaient. Parce que je le voyais sur les cahiers de sondage. Mais aujourd'hui, puis ouais, il y en a une gang qui t'haïssent. Il y en a une gang qui te méprise. Et ces gens-là, en changeant leur prénom puis leur nom, peuvent écrire sur des réseaux sociaux et ça peut être destructeur. Comment tu vis avec les réseaux sociaux? Ça va. Je suis pas trop addict à ça. Je m'amuse. J'essaie de prendre des médias sociaux ce qui me sert et j'essaie d'offrir aussi des trucs qui m'amusent. Tu sais, je le vois comme une grande table. Je pense qu'on, tu sais, au-delà du culte de soi,
puis de se mettre en scène. Je pense que les médias sociaux peuvent encore être un endroit où on partage, on amène des idées, certaines pistes de réflexion, où on peut se faire rire de temps en temps. Mais je suis pas terrorisé par ce que les gens pensent de Non. moi. Ça a pris un petit peu plus de place dans ma vie, plus quand j'étais dans des trucs de télé-réalité puis tout ça. Mais que j'ai quand même une confiance. Je sais ce que je vaux. Je connais les efforts que je mets dans mon métier, puis en même temps, je pense être un gars honnête. Tu sais, je veux dire, je pense pas prendre le micro de façon mesquine. Je pense pas tendre Non. des pièges aux gens que j'interviewe. Je pense que les émissions sur lesquelles je me colle envoient un message qui est pas trop négatif. Tu sais, en ce moment, je suis en littérature jeunesse. Ouais. Sans génie, je pense quand même que ça offre un bon contrepoids à certains trucs assez vides qu'on peut retrouver. On met de l'avant de la diversité, des jeunes qui s'amusent avec les connaissances générales, l'émission de rap où on met de l'avant des jeunes poètes qui auraient peut-être pas leur place sur des chaînes générales. Fait qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je me sens dédouané parce que je check mes projets, même. J'écœure personne. Je suis pas dans la confrontation. Je vais pas vous écœurer puis essayer de vous baver. Ce sont des projets de cœur que j'apprécie. Fait que si tu m'aimes, suis-moi. Si tu as envie de déconstruire ce que je fais, vas-y, mais sur quoi tu as envie de m'attaquer? Sur ce que je suis ou sur ce que je fais? En fait, c'est souvent ça aussi. Des fois, on m'attaque plus souvent sur ce que je suis que sur ce que je fais parce que mon travail, je le fais de façon honnête. Je suis pas en train de dire que je suis bon, mais tu peux-tu dire que je me prépare pas, que j'arrive tout croche puis que je tourne les coins ronds? Peut-être. Si tu le crois, d'accord. Mais si tu m'attaques sur ce que je suis, ma provenance, mes origines, oh là, tu viens creuser dans ce que je suis, ben correct, mais j'ai envie de me battre qui je suis. Est-ce que tu considères que tu as revisité l'ancêtre qui était Génie en herbe? Est-ce que c'est un peu ça, mais avec un casting différent, mais c'est un peu ça? Oui. Hein, c'est Génie en herbe qui rencontre le meilleur gagne. Ouais. Si je te demandais si la réponse à une question, c'est P.Y. Law, ça serait quoi la question? Nommer un des animateurs québécois qui aime le plus la vie. Non, mais attends un peu, là. Tu sais, attends un peu, d'un trophée, là, il n'y a jamais juste une nomination. Ben, écoute, il y en a peut-être une coupe, mais... Il y a un récipiendaire, mais il y a 4-5 nominations. Ouais, mais je pourrais facilement l'emporter. Qu'est-ce que j'aime ça? C'est formidable. Je veux juste... Je suis comme... Pas que je veux pas mourir, mais man, on a rien qu'une, tu sais, je suis comme, je veux tout faire, je veux tout essayer, j'ai même des fois essayé d'en vivre 2-3 en parallèle, ça marche pas, mais on va tellement mort longtemps, là. Non, je sais. Est-ce que c'est difficile de rester fidèle? De rester fidèle en amour? OK. En amour, en amitié, c'est difficile de rester fidèle. Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Je pense... Tu sais, pour moi, la fidélité, il y a une forme d'honnêteté là-dedans aussi. Tu sais, j'ai pas été parfait toute ma vie, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, on peut pas tout prendre dans la vie. Tu sais, je veux dire, comment dire? Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est un échange. Tu peux pas juste tout prendre à la table de la vie en espérant recevoir ou si tu fais juste prendre. Puis ça, moi, je l'ai compris à un moment donné. Il y a une forme d'échange, puis une forme d'énergie qui doit circuler en amitié, en amour, dans le travail. Il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui reçoivent, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui donnent en espérant pas recevoir. Moi, j'ai envie d'être dans cet élan-là, puis être dans l'énergie de donner autant que je reçois. Fait que pour moi, la fidélité, c'est un peu lié à ce concept-là. Il y a des gens qui, depuis 2 ans, ont été obligés de quitter le travail, ont été obligés de quitter le petit luxe qu'il y avait parce qu'ils étaient plus capables de payer, puis d'entendre quelqu'un qui est heureux. Moi, il y a un de mes bons chums qui me disait la semaine passée, je me sens quasiment coupable d'être heureux. Tu sais, parce que j'allume la télé, je regarde ce qui se passe, je regarde autour de moi, je regarde
la voiture de mon voisin, il y a 4 pieds de neige sur le top parce qu'il n'est pas sorti, parce que sa job lui permet pas de sortir. Est-ce qu'on peut arriver à être pas malheureux, mais gêné d'être bien, gêné d'être heureux, gêné d'apprécier l'abondance, alors que l'abondance, elle a quand même un peu changé, puis ouais. Tu sais, ta carte de crédit, là, ça fait 2 ans que tu t'en sers pas mal moins. On s'entend? Ouais. Mais je vois pas, tu sais, l'abondance matérielle, puis tout ça, j'ai un rapport, tu sais, je suis pas, tu sais, moi, je gagnerais 1 milliard de dollars, je resterais quand même dans mon bungalow à Sainte-Foy, j'y suis bien, là, tu sais. Pour moi, la richesse, c'est qu'il y a 15 enfants dans la rue chez nous, que j'ai un toit, que j'ai une famille, des enfants en santé. Je suis pas du genre à vouloir des murs en or ou d'avoir une Mercedes pour flasher, tu sais. Je me sens pas, tu sais, je suis bien. Je manque de rien. Quand je vais acheter un fromage, je suis capable de me payer un fromage. Fait que Dieu merci. Est-ce que je me sens coupable? Des fois. En fait, des fois, je me suis senti coupable pas de m'enrichir, mais de travailler sur des trucs qui ne mènent à rien. On dirait que professionnellement, le fait d'avoir travaillé en télé-réalité puis d'avoir été mis au monde un peu par ce genre de concept-là, je me suis dit, j'ai rien contre, mais il y a une partie de moi qui a envie de payer puis qui a envie d'installer des trucs qui ont pour rembourser. Je sens que j'ai besoin, tu sais, je sais pas si tu comprends. Pour moi, sans génie, c'est un peu ça. C'est de rembourser. OK, on a, tu sais, oui, du sucre, des bikinis, puis des ralentis dans le sud, puis c'est correct, ça divertit les gens, mais en même temps, faut qu'on travaille à insuffler un désir d'apprentissage, puis un plaisir avec les connaissances chez les jeunes. Mon truc en littérature jeunesse, c'est un peu ça aussi. Fait que, est-ce que je me sens coupable d'être heureux? Non, mais je me suis senti coupable des fois d'avoir fait des trucs qui, pour moi, ont... Puis ouais, il y a quelque chose de noble à tenter de vouloir se coucher moins niaiseux. Ouais. C'est un peu une partie de ta devise. À tous les jours. Ouais, hein? Comment? Tous les jours. À tous les jours, je lis le temps-ci, je trouve sur des trucs sur la prochaine extinction. Je lis des trucs sur des philosophes stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, pour... Tu sais, je suis dans une espèce de quête de vouloir grandir qu'on a tous, mais à un moment donné, j'ai pensé que ma quête, c'était de vouloir être plus productif. Puis de ma quête, c'était de pouvoir être plus performant. Puis rapidement, on dirait que la trajectoire a changé. Finalement, ma quête, c'est d'être... Finalement, c'est de vouloir être peut-être plus utile, d'être plus connecté sur mes valeurs plutôt qu'être connecté sur des désirs, puis des objectifs, puis des buts précis. Fait que je suis en train... Je sais pas si c'est ça vieillir, mais on dirait que j'ai envie de plus de viande, de repas plus consistants. Mais tu commenceras pas à me parler de vieillesse à ton âge. Est-ce que c'est difficile d'être l'enfant de PY? Oui. Ben oui. Parce que l'enfant a un privilège. Est-ce que tu penses que tes enfants se servent de toi pour prendre des raccourcis avec les amis, avec les professeurs, avec... Est-ce que tu penses que... Moi, mon père, c'est PY. Non. Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, puis des fois, il y a des regards un peu plus soutenus quand on est ensemble. Tu sais, pour eux, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, même, puis ils ont tout à fait raison. Même que des fois, je les gosse quand je veux qu'ils écoutent Sans Génie au lieu d'écouter Big Brother. Mais non, je pense pas qu'ils servent de ça pour faire des gains puis d'avoir un certain capital de sympathie. Mais ce qui est difficile pour eux autres, c'est que je suis tellement inégal dans ma parentalité. Moi, quand c'est le party, on est debout, puis on se pitch de la bouffe, puis c'est correct. Puis quand je décide que c'est fini, ben c'est fini. Fait que c'est toujours toi qui décides. Okay. Ben, moi, dis oui. On essaie de travailler, ça c'est un des gros challenges, je pense, du couple. Tu sais, d'être parent, c'est de travailler en équipe puis de tenir le même message puis d'avoir une certaine constance avec des enfants. Tous les parents se reconnaissent dans ce que ceux qui vont en avoir ou qui planifient en avoir. C'est un des gros, tu sais, d'être toujours sur la même ligne, d'être toujours en équipe puis de marteler le même message parce qu'on sait tous qu'on a tous nos faiblesses puis des fois on accorde des... Bon. Fait que moi, cette ligne-là de constance parentale est...
Tu sais, quand des fois c'est l'armée, Est-ce puis des que- fois c'est le sprint. Ouais. Euh, Fait qu'ils savent pas trop toujours sur quel pied danser. Tu sais, puis ouais, tu as une responsabilité aussi en tant que parent. C'est quelque chose qui est pas fréquent. On a vécu avec des parents et des grands-parents qui disaient dans la vie, on parle pas de politique parce que ça nous amène à s'obstiner. On parle pas des matchs canadiens-nordiques parce que ça nous amène à s'obstiner. Mais une des grandes responsabilités qu'on a en tant que parents, c'est d'apprendre à nos enfants à réfléchir. Parce que aujourd'hui, en 2022, on est plus dans le combat que dans le débat. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Comment t'installes la réflexion le dimanche soir autour de la table avec ta gang? Puis comment ça se passe? Il faut qu'il y ait un aspect ludique peut-être à tout ça. Ouais. Tu sais, Faut s'amuser. Normand Baillargeon disait que, tu sais, dans le fond, les connaissances générales, même si des fois on apprend des trucs qui nous semblent futiles, ça nous permet de nous monter une grille d'analyse à travers laquelle on peut voir le monde puis mieux le comprendre. OK, t'as appris que la Révolution française est en telle année, puis que tel conflit en Russie ou au Vietnam a lieu en telle année. Quand t'as 13 ans, t'as l'impression que t'apprends pour rien puis que tu mémorises, mais à un moment donné, Ouais. pouf, les choses se mettent en place, t'es capable de dresser des parallèles historiques, géographiques, tu aiguises ton sens critique. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une notion de jeu. C'est pour ça que moi, chez nous, tu sais, j'ai piné, là, c'est pas super déco, mais j'ai piné Ouais. des cartes Ouais. que je vais aller faire placer au bureau, en gros. Il y a des Ouais. livres qui traînent partout. Des fois, je les gosse, sont C'est tannés, la mais promotion en plein... de la connaissance, puis ouais. Hein? C'est la promotion de la connaissance. Oui, parce que c'est l'outil. C'est le premier outil pour après ça être capable de développer ton esprit et ton sens critique. Si tu sais rien, comment tu peux mettre des choses en relation, puis tu peux les comparer, puis creuser des concepts et des idées. Je veux dire, si la chaudière est vide, avec quel concept tu peux t'amuser puis essayer d'élaborer. Ouais. Fait que moi, je suis comme, bien, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est de remplir votre chaudière, puis remplir votre coffre à outils, puis après ça, ce sera votre aiguine, votre pinceau, votre marteau, c'est à vous, ou tout en même Ouais. temps. Moi, je vais remplir, puis je vais remplir, puis là-dessus, je ne ralentirai jamais. Puis je pense qu'à long terme, ça peut payer, mais il faut que ce soit de façon ludique, puis plus on force, moins ça rentre. Aujourd'hui, dans la façon de voir la radio, dans la façon de voir la télé, dans la façon de lire des journaux, il n'y a pas de zone grise. Et ça, c'est dangereux. Tu sais, on ouvre la radio sur certaines stations où on entend qu'il vient de se passer quelque chose, et c'est étonnant comment 10 secondes après, on a une opinion là-dessus. Tu te donnes combien de temps, puis ouais, pour te faire une tête? Tu te donnes combien de temps pour avoir une opinion sur quelque chose qui vient de se produire? Parce que c'est le lot de plein de gens du monde des communications maintenant. Hey, ça va peut-être paraître bizarre ce que je te dis là, mais des fois, je me fais une fierté de ne pas avoir d'opinion. Puis c'est pas par faiblesse intellectuelle. Non. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas par paresse. Ça se peut des fois, je le sais pas. On m'a présenté 2, 3, 4 côtés à la médaille. Je pige là-dedans. Des fois, j'essaie d'avoir une certaine forme de nuance. Je sais pas ce que j'en pense, mais j'ai envie d'écouter. Puis ça mûrit, puis ça mûrit. Puis des fois, une réflexion, ça peut se faire sur plusieurs années. Sur des concepts, là, tu sais, comme... Mettons qu'on se met à parler de l'indépendance du Québec, là. Je peux pas te répondre comme ça, oui ou non. Ou peut-être qu'au fil du temps, ma vision s'est transformée, puis qu'au fil de mes expériences, puis de certaines... Tu sais, il y a de l'intangible aussi dans l'opinion. Tu sais, des fois, c'est comme, t'es habité d'une émotion, t'as envie de la documenter, t'as envie de te faire challenger, puis de te faire brasser. Puis on peut changer, puis on peut évoluer. La preuve, c'est que ce sont pas toujours les gouvernements qui sont reportés au pouvoir. Il y a des gens qui changent de camp, puis c'est ça le principe de la politique, c'est d'essayer de faire changer d'idée à un électeur. Fait que, regarde, ben oui, moi, je suis ben... Pour moi, c'est pas un signe de faiblesse que de dire « je le sais pas », puis je suis avec des grosses... Tu sais, des Patrick Lagacé, puis toute la gang, là, sont des gens qui
Je veux dire, tu sais, mets tes shorts si t'as envie d'aller débattre avec ces gens-là, mais je suis capable de débattre, mais des fois, pour vrai, je le sais pas. Mais j'ai envie d'en discuter pareil. Mais tu sais, PY, si on regarde sur les plateformes vidéo, peu importe, 90% des trucs qui nous sont proposés, c'est les plus gros clashs de la télé sur la France, les plus beaux, les plus gros clashs. Après ça, c'est du monde qui se pète la gueule, puis après ça, ça fait pas avancer la science ben. Mais on peut être captivé par ça. On aime ça, la chicane. As-tu l'impression que, tu sais, quand grand-papa est mort, là, les familles se sont divisées. Il y avait plus de party de famille. On voit nos familles maintenant quand on va au cimetière ou on va au salon funéraire. C'est là qu'on voit nos cousins, nos cousines, nos vieux oncles, nos vieilles tantes. Est-ce qu'on est en train d'échapper quelque chose, puis ouais? En termes d'attachement au clan? En termes de valeurs personnelles? Oui. De rapprochement, de souvenirs, d'adhérence, de communauté. Peut-être. Il y a quelque chose dans pas juste dans notre famille immédiate, mais dans notre mémoire collective aussi, je pense, je sais pas, l'autre jour, j'avais une conversation sur Hydro-Québec avec quelqu'un de plus jeune que moi, puis qui me disait, ouais, mais Hydro-Québec, dans le fond, tu sais, oui, en autant que je leur paye mon bill, on s'en calisse un peu. J'étais comme, on s'en calisse un peu? J'étais comme, je sais pas si je suis d'accord. C'était la plus grosse opération financière du Québec, puis au-delà de nous, tu sais, je veux dire, ils ont racheté des compagnies privées, on a développé des générations et des générations d'ingénieurs, un savoir-faire. À l'époque où c'est arrivé, c'était comme un outil d'affirmation de notre territoire. Les Québécois se prennent en main, puis on va se bâtir un réseau, puis on rachète les compagnies privées. Puis les gens ne se sentent plus concernés. C'est ça la réalité. Ben, travaillons à nous reconnecter avec ce qui a forgé notre peuple, puis ramenons des trucs sans tomber dans la nostalgie facile, puis dans l'idéalisation du passé. Travaillons à des contenus qui vont nous remplir notre fierté, qui vont garder notre mémoire collective vivante. Là. Tu sais, moi, tu sais, nos archives, notre patrimoine, tu sais, pour moi, c'est plus qu'une toune de Claude Dubois de temps en temps. Il y a quelque chose dans ce qu'est le Québec qui a été bâti par des gens qui nous ont précédés, puis on n'invente rien. C'est ça, c'est peut-être ça l'affaire. C'est que des fois, là, tu vois, je reviens au métier, je pense qu'il faut avoir du respect pour ceux qui nous ont tapé la traîne. On n'invente rien. C'est facile de penser qu'on a inventé un style, puis que si on est de shit, puis qu'on est dans... Non. Il y a des René Lecavalier qui ont pris le micro, qui ont inventé la TV. Moi, c'est ma job parce que Charles, il l'a fait que le meilleur gagne. C'est parce que Génie en herbe a existé. Parce que Patrick, il était bon au détecteur de mensonges pendant tant d'années. Ils ont installé des bases solides qui nous ont permis d'avoir un terrain de jeu agrandi sur lequel on peut faire nos folies puis contribuer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde juste en avant puis si on fait juste se regarder dans le miroir, on oublie ceux qui ont été nous avant puis qui nous ont permis d'être bien au niveau social, au niveau économique, au niveau militaire, au niveau culturel. On a un devoir de mémoire, puis ça, j'ai l'impression que des fois, ça se perd un peu. Il y a quand même une certaine époque où il y avait le fou du village. Maintenant, il y en a beaucoup dans le village. C'est étonnant de voir à quel point il y a des gens qui ont été à l'université de la vie. Et ces gens-là ont le droit de parole. Ces gens-là ont le droit de lever la main et de dire ce qu'ils pensent. Mais le danger, c'est justement qu'il n'y ait plus de zone grise. Le danger, c'est que ça soit blanc, soit noir. Puis moi, je vais mettre en lumière quelque chose où les gens qui ont grandi avec toi, les gens qui ont écouté pour les premières fois PY à la radio à Chic, comment les gens peuvent imaginer que le TQ, avec plein de dents dans la bouche parce que tu riais tout le temps, tu croquais dans la vie, tu te servais encore de tes dents, est rendu où t'es rendu aujourd'hui. T'es probablement la démonstration du gars qui, au niveau des communications, a le plus bel éventail, la plus belle couleur, parce que la majorité,
on a donné et on a sombré dans la radio. C'est-à-dire qu'on a eu notre carrière, on a fait des belles choses, on a ramassé de l'argent, et puis on a une belle fin de vie. Mais toi, tu as fait de la télé, tu as fait de la production, tu as fait de la radio, tu as été au bat. C'est impressionnant ce que tu as réussi à faire, alors qu'il y a de grandes vedettes de la radio, possiblement parce que ils n'ont pas eu l'opportunité. Mais le fait de croquer dans la vie comme tu croques, tu rends plein de monde jaloux, puis c'est une belle fierté de t'avoir côtoyé. C'est une belle fierté de voir à quel point tu t'es servi de tout ce que tu avais de beau en toi pour aller là où tu t'es rendu. Mais juste avant de terminer. Non, mais tu sais, quand tu parlais tantôt en préambule du message que j'ai laissé sur ton Facebook, tu sais, il y a pour moi ce devoir de mémoire-là, l'amour que j'ai pour ce métier-là, il m'a été enseigné et transmis par toi, par Louis Guérard, par Robert Ross, par Martin Dallaire, la fougue que vous aviez. Tu sais, quand j'allais au lundi juste pour rire avec David, puis qu'on allait te voir au Paris-Brest pour pouvoir aller s'asseoir, puis tout ça, je disais, tu sais, inconsciemment, on prenait des notes. C'était de voir, OK, comment il se présente sur scène, comment il tient une foule, comment il tape la traîne pour des jeunes humoristes de la relève. Puis, tu sais, parallèlement à ça, tu nous as jamais regardé de haut. Même si on avait 19 ans, tu nous invitais dans un party chez vous. Puis, tu nous amenais au restaurant de temps en temps. Puis, tu nous as toujours traités. Puis, je pense que beaucoup, tu sais, c'est drôle. C'est même devenu, je te dirais, une façon de faire du small talk pour moi avec des humoristes que je côtoie beaucoup. Tu sais, mettons, on a reçu Martin Matt l'autre jour où j'ai croisé François Morancy sur son plateau. Je suis comme, hey, t'allais au lundi à Québec, hein, dans le temps? Je dis, moi, je t'ai vu souvent là-bas. Ils sont comme, oh, t'étais là? Je suis comme, ben oui. Il dit, c'était malade, hein? J'étais comme, c'était malade. Il y avait des line-up jusqu'à l'Ozone. C'était la folie, là, tu sais, je veux dire, la mode du Comedy Club et tout ça, là, tu sais. Je veux dire, avant le bordel, le Comedy Club au Québec, tu sais, je veux dire, des Anthony Cavana, des Mascottes, des Morancy, des Anthony Cavana, des Martin Matt, Louis-José qui a commencé, Patrick Groux, c'est un incubateur formidable, mais tu sais, ces gens-là, tu leur donnais un safe space pour qu'ils puissent s'amuser. Il y avait une autre run de lait aussi ailleurs, mais c'est ça. Fait que j'espère qu'ils sont reconnaissants en faire ce que tu leur as proposé, parce que moi, en tout cas, je suis reconnaissant pour l'espace radio que tu nous as préparé puis dans lequel on est sauté à pieds joints pour s'amuser. En terminant... Puis aussi, puis tu nous as jamais chié dessus. J'ai senti aussi des fois que certains collègues, une fois rendus ailleurs, tu sais, qui c'est comme, hey, on était collègues, je pensais que t'étais un modèle, puis tout d'un coup, j'ouvre la radio, puis t'es en train de me chier dessus. Je me semble que c'est pas la personne que je croisais dans un corridor. Je pensais pas que c'était ça le deal. Fait que j'ai l'impression, même si on se croise pas souvent, t'as toujours... On pourra jamais dire « Asti big à radio big en personne, Chris de Two-Face, hein? » On pourra jamais... On peut dire ben des de toi, mais on pourra jamais dire ça. Mais en terminant, ce serait quoi les affaires que tu pourrais dire? C'est vrai que t'allais souvent dormir au Capitole? Ouais. Ben oui, parce que le lundi, je prenais un verre. C'est après les lundis, je prenais un verre, fait que je dormais le plus proche possible. Je vivais à Stoneham dans ce temps-là. Mais est-ce que tu es en train de me dire... Est-ce que des fois, tu avais comme un papier avec des petites grenailles à la console quand tu finissais ton émission? C'était-tu du bricolage? Ben, c'était de la nourriture pour les oiseaux. Ah, OK. Ça, c'est des petites je mets de la nourriture pour les oiseaux pour être toujours serein. Mario Grenier M. P.Y. Law. Pense à une prochaine. On souligne les 40 ans de Radio Énergie. Ciao.